avec les tensions géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de bousculer le monde, est-ce que nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin du monde, tel que Donald Trump a dit à la Maison-Blanche à Zelensky que, Monsieur Zelensky, vous n'avez pas les cartes en main. C'est nous qui sommes en train de vous aider à pouvoir sortir de cette impasse-là. Donc ne nous dites pas ce que nous allons faire. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de vouloir créer une troisième guerre mondiale. Est-ce que nous sommes en train d'aller plutôt vers la fin du monde ou nous allons tout droit vers la fin d'un autre monde? Depuis l'élection de Donald Trump, pourquoi est-ce que tout est en train de partir dans tous les sens? Sur le plan géoéconomique, sur le plan géostratégique, sur le plan, je veux dire, des relations entre nations, tout est chamboulé, même sur le plan de la démocratie. La démocratie est bafouée. Les partenaires de plus de 100 ans qui ne s'entendent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et à moi de te demander aussi, est-ce que tu dis quoi? Qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou c'est le changement d'un autre monde? Donc c'est ce que je vais devoir ici analyser, afin qu'on puisse, chacun d'entre nous puissions, prendre nos prédispositions, savoir comment est-ce qu'on fonctionne. J'ai coutume à vous dire, le monde est régi par les rapports de force. Et ce que nous sommes en train de constater depuis plusieurs décennies, c'est d'autres pays qui sont en train de disputer une hégémonie. Certains pays sont en train de réclamer aussi leur autonomie, leur indépendance. Et moi, tel que tu sais, la ligne éditoriale de la chaîne, c'est de valoriser, d'aller valoriser et vulgariser nos richesses locales. C'est quelque chose que j'ai vu venir depuis plus de 10 ans. Tu vois, si j'entreprends et que je t'incite à aller investir au pays, d'aller investir en Afrique, de valoriser les richesses endogènes, c'est parce que j'ai compris que un pays ne peut que se prévoir là d'être riche. Une population ne peut se prévoir là d'être riche et forte lorsqu'elle crée de la richesse locale, lorsqu'elle valorise sa richesse locale, lorsque son tissu économique et social est puissant. Mais lorsque tu dépends des autres, mais tu es à la merci de la personne à qui tu dépends. Et le système a été fait de façon que plusieurs pays perdent leur souveraineté. C'est ce que tu vas te dire. La souveraineté telle que revient aujourd'hui aux compagnies privées, aux multinationales telles que privées. La souveraineté revient aujourd'hui à la finance. Les États ne contrôlent plus rien. Le tissu industriel a été détruit. Le travail a été détruit au profit des investisseurs, au profit de la finance, au profit des banques, au profit des marchés. Et un marché aujourd'hui qu'on ne contrôle pas. Le marché est tellement énorme. Le marché est tellement gonflé par des chiffres artificiels où à chaque fois il y a des bulles, c'est le contribuable qui paye. À chaque fois ça explose et qu'il y a des pertes, c'est le contribuable qui paye. Ce qui explique les différentes crises que nous avons eues depuis 1929, 2008, sans compter les crises pétrolières, sans compter les crises dues au changement climatique, sans compter les crises dues à l'inflation, sans compter les crises dues aussi à la crise sanitaire qu'il y a eu. À chaque fois, c'est la destruction du marché. Parce que tout est basé aujourd'hui sur les marchés. C'est aussi que ce piège dans le monde, quand je dis ici le monde, tu vois, les différents continents au sorti de la Deuxième Guerre mondiale se sont retrouvés. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont réunis en prenant que c'est
cet accord-là, il ne faudrait plus qu'il y ait des guerres. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faudrait que chaque pays puisse s'en sortir économiquement. C'est pour ça qu'on a la mondialisation. Mais est-ce que cette mondialisation profite à tout le monde? Cette mondialisation ne profite pas à tout le monde parce que dès le départ, les gens étaient biaisés. Les continents où il y a des guerres comme l'Europe a été décimée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique a eu la suprématie parce que c'est elle qui est venue financer la guerre européenne. C'est elle qui a financé la construction de l'Europe. C'est elle qui a financé partout, sur tous les continents, parce que beaucoup de pays dans différents continents étaient en difficulté financière. Donc l'Amérique a eu cet avantage-là qu'elle pouvait, à travers le dollar, à financer tous les continents. À travers le dollar, elle a imposé le dollar, parce qu'avant, chacun avait sa monnaie, et la monnaie était arrimée sur l'or. De façon unilatérale, l'Amérique est sortie du traité de Bretton Woods, où a imposé que c'est le dollar qui sera maintenant la monnaie commerciale. Donc, pendant que le dollar est la monnaie commerciale, et que c'est l'Amérique elle-même qui imprime sa monnaie, tu vois qu'il est patron. L'Amérique a imprimé comme ça la planche à billets pour pouvoir aller investir partout, sur tous les continents. L'Amérique, c'est elle qui a établi les règles. Parce qu'il faut comprendre que l'idéologie véhiculée aujourd'hui sur le monde, c'est l'idéologie capitaliste. Et le capitalisme, c'est quoi? Le capitalisme, c'est de faire le profit. Le capitalisme encourage le profit. Le capitalisme encourage de pouvoir entreprendre librement. Donc, lorsque on est dans un système qui encourage le profit et de pouvoir entreprendre librement, c'est venu comme ça affaiblir donc les systèmes étatiques. Avant, c'est les États qui avaient les industries, qui contrôlaient la cité. Mais aujourd'hui, tous les pays, plusieurs pays n'ont pas de souveraineté. Souveraineté énergétique, aujourd'hui, c'est les compagnies privées qui sont là. Quand on parle d'alimentation, nos États ne contrôlent pas l'alimentation. C'est les compagnies privées. C'est les grands groupes agro-industriels du secteur privé qui contrôlent. Quand on parle de la souveraineté sur le plan de l'éducation, on ne contrôle pas. Quand on parle de la recherche, on ne contrôle pas. C'est les partis, c'est les privés. Quand on parle de la souveraineté sur le plan technologique, la technologie aujourd'hui, quand on regarde, on dit États-Unis. Quand tu dis États-Unis, tu vas parler de quoi? Tu vas parler d'Apple, tu vas parler de Microsoft, tu vas parler de Google, tu vas parler de... C'est des compagnies privées en fait. Tu vas parler de qui? De Elon Musk avec sa station spatiale X. Mais lorsqu'on regarde donc tout ça, on se rend compte que tous ces multimilliardaires que j'ai cités, Elon Musk, on peut partir même des années 1930, se sont enrichis, c'est-à-dire que grâce à l'effort du contribuable américain, que c'est l'État américain qui a financé, quand tu entends la station spatiale X, pour envoyer les fusils. Mais c'est le contribuable, l'État américain a financé à hauteur de 95%. Comment on peut donc donner comme ça le pouvoir à un individu de pouvoir contrôler, l'espace numérique? Parce que grâce au satellite, sans le satellite, on ne peut rien faire. Sans le satellite, aujourd'hui, je ne sais pas de communiquer avec vous. Sans le satellite, on peut. Quand je dis satellite, c'est Internet, c'est la météo, c'est les GPS. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est les moyens de paiement tels que par carte bleue. Sans le satellite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les guerres aujourd'hui, c'est à travers le numérique, c'est la communication. Donc tu vois, si tu n'as pas la souveraineté sur le plan numérique et que tu laisses plutôt une entité privée venir couvrir que ton espace, mais où est ta souveraineté? Ça veut dire que toutes tes richesses stratégiques, mais tes concurrents vont l'avoir.
tes concurrents vont l'avoir. Et que ça veut dire à tout moment, la personne peut te faire du chantage. À tout moment, la personne peut te faire du chantage. Regarde Elon Musk avec ses satellites Starlink. Starlink, il a envoyé... c'est grâce à Starlink que l'Ukraine a pu te dire que faire tête un peu à Poutine. Parce que sans le satellite, comment il fait pour envoyer ses drones? Sans le satellite, comment il fait pour lancer ses missiles? Sans le satellite, comment il fait pour avoir les positions stratégiques de l'adversaire? Tu ne vois rien. Donc ça veut dire que si Elon Musk vient enlever son satellite, tu ne vois plus rien, tu deviens aveugle. Donc c'est quelque chose vers lequel on se doit, c'est-à-dire quoi, de nous armer, de s'investir massivement. Parce que nous, en Afrique, nous n'avons pas de satellite. Quel est le satellite qui va couvrir? J'ai vu que le Niger avait pris la couverture du satellite de Starlink. Tu vois, quand le Niger est couvert par une entité privée, est-ce que tu sais ce que Elon Musk peut demander, peut faire comme chantage au Niger? Surtout que le Niger est en train de demander son autonomie. Ça veut dire que le Niger, en termes de stratégique, en termes de richesse stratégique, c'est les informations que les Américains ont à tout moment. Les Américains, je t'ai dit que c'est les Américains qui ont financé à 95% le projet, c'est-à-dire que Starlink. 95%. Donc, ils ont mis au moins plus de 3 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que s'ils veulent avoir des informations stratégiques sur le Niger, j'ai dit Niger, ça peut être tous nos pays d'Afrique. Ils ont les informations stratégiques. S'ils veulent nous cacher certaines informations, ils sont à même de nous cacher certaines informations. Donc, c'est très stratégique. Je vais parler ici de technologie. On n'a pas la souveraineté sur le plan technologique. On se doit de créer des industries technologiques. C'est impératif. Et avec une fibre patriotique. C'est pour ça que vous voyez la Chine. La Chine est là, en pole position. Quand Elon Musk a dit qu'il va lancer ses fusées, la Chine aussi a s'est positionnée très rapidement sur le lancement des fusées. Ils ont fait des constellations. Elon Musk a dit je mets 3000 fusées. La Chine est allée mettre je mets 3000 satellites. La Chine a dit je mets 12 000 satellites. Parce que la Chine n'a pas voulu laisser, c'est-à-dire que perdre la souveraineté sur le plan, c'est-à-dire que numérique. La Chine veut garder ces informations, c'est-à-dire que personnelles à elle. C'est important. Et c'est pour ça que nous sommes dans ces guerres, les guerres d'information, guerres de technologie. C'est très, très important. Il y a la souveraineté sur le plan de la défense. Il n'y a pas de la défense. Comment on peut se défendre si on est... Et même les fabrications, c'est-à-dire que d'armement. Si toi, tu ne fabriques pas tes propres armes, comment tu peux penser que tu peux être puissante? En allant acheter les armes auprès de quelqu'un d'autre. En dépendant, c'est-à-dire que... parce que tu dépends de cette personne. Cette personne peut te dire oui ou non. Et nous sommes en plein dedans là maintenant. La souveraineté scientifique, si toi, tu n'es pas en train de faire tes propres recherches scientifiques et que tu dépends de la revue scientifique des autres, on peut t'empêcher ça. Et nous sommes en train de vivre ça là maintenant. La souveraineté monétaire, c'est très important d'avoir sa monnaie. Et quand je vais insister sur la monnaie, c'est pour ça que je dis, est-ce que nous sommes en train de parler de la fin du monde? Donc j'ai parlé de la souveraineté alimentaire. C'est très important et primordial d'avoir notre souveraineté alimentaire. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on ait produit ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est très important. C'est pour ça que j'insiste sur nos racines, les tubercules, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, le sorgho, le mil. Parce que ces aliments-là, sont pour nous ce qu'est le blé, le maïs, le soja pour les Occidentaux. Et comprendre qu'avec le réchauffement climatique, le changement climatique, on se doit de cultiver les cultures qui sont adaptées à notre terroir. Et avec la guerre commerciale aujourd'hui, on ne peut pas prétendre aller produire les cultures des sports. J'en viens. Donc je te parlais de la souveraineté monétaire. Le changement technique maintenant, qui est en train de se dessiner, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous êtes en train de voir. Donald Trump est arrivé au pouvoir en constatant que l'Amérique est en train de perdre pied. Que l'Amérique, sur le plan tel que l'industrie, est en train de perdre pied. Que
il n'y a plus d'industrie en Amérique. Plusieurs industries se sont déportées parce qu'avec toujours cette optique qu'ils avaient mis en avant, que le libre-échange, la mondialisation permet d'aller produire là où la main-d'œuvre est moins chère. Mais au fil de plusieurs années, c'est en train de les jouer les mauvais tours. Parce qu'on se rend compte là maintenant que quand on allait produire moins cher ou en Chine, quand on évitait de polluer, parce qu'ils évitaient de polluer leur pays en allant polluer la Chine, ils sont allés mettre les industries parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine, pendant plus de 40-50 ans, a gagné en savoir-faire. La Chine aujourd'hui aussi a le savoir-faire et le savoir-faire faire. La Chine copie très bien. Et la Chine devient maintenant une menace commerciale. Une grosse menace commerciale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire les choses claires. La Chine étant une menace commerciale, Donald Trump veut redonner, il est venu en disant que let make America great again. Qu'il veut que l'Amérique soit la vitrine du monde, que l'Amérique nourrisse le monde, que l'Amérique sur le plan technologique soit devant, sur le plan alimentaire soit devant, sur le plan de l'intelligence artificielle soit devant. Donald Trump s'est entouré des multimilliardaires du monde. Et ces multimilliardaires qui détiennent l'économie, en disant qu'ils viennent bousculer l'économie. Mais en retour, qu'est-ce que les autres nations voient? Qu'est-ce que leurs alliés de toujours, l'Europe, comment ils prennent ça? Et sans oublier que derrière ça, il y a le conflit avec Ukraine-Russie, où l'Europe penche du côté de l'Ukraine. Donald Trump est venu chambouler les cartes en penchant du côté de la Russie et en délaissant clairement l'Europe. Il a commencé à imposer les taxes. À taxer les voitures électriques. Parce qu'ils sont réveillés en disant que on est en pleine transition énergétique. Pendant qu'eux, ils dormaient sur l'énergie électrique, puisque eux, ils sont sur le pétrole. L'Amérique, c'est le pétrole, c'est les énergies fossiles, c'est le charbon. Mais d'autres pays ont pris l'avance. Les pays comme le Japon, avec les marques comme Toyota, avec les marques comme Hyundai, étaient déjà dans les voitures hybrides, avaient déjà pris de l'avance depuis longtemps. La Chine aussi s'est lancée dedans. Avec leur modèle de voiture de BYD, depuis plus de 30 ans, ils sont dans la recherche et développement sur les voitures électriques. Donc quand l'Amérique se lève et que veut aussi commencer à investir dans les voitures électriques, en l'instar de Tesla, la Chine, le Japon sont déjà en avance depuis longtemps. Bien que Tesla, c'est-à-dire que ce soit une belle voiture, mais les Chinois avaient déjà une avance avaient une grosse avance, le Japon avait une grosse avance. Et ne pas oublier que le Japon, c'est un partenaire de tous les temps de l'Amérique. Que même la Chine, bien qu'il y ait des conflits, il ne faut pas aussi oublier que c'est la Chine qui a acheté les dettes américaines. Quand l'Amérique a eu la crise financière de 2008, les pays qui ont soutenu l'Amérique, c'est la Chine, c'est le Moyen-Orient, c'est la Chine, le Japon et les pays du Golfe de Arabie Saoudite. Ce sont eux qui ont acheté la dette américaine. Donc, quand tu as un pays comme l'Amérique, première puissance, qui a 70% de sa monnaie qui est détenue par d'autres pays, dans l'État de la Chine, le Japon, l'Arabie Saoudite, ils détiennent au moins 70% des réserves américaines. C'est ça qui permet donc à l'Amérique de relever son économie, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait le travail, de pouvoir relancer l'économie, de pouvoir relancer, permettre que les consommateurs puissent obtenir des crédits à faible taux.
Parce que le but de Donald Trump, c'est quoi? Il veut relancer l'économie en faisant consommer, c'est-à-dire que la population américaine puisse consommer, pour que ça puisse continuer à faire tourner l'économie. Donc on amène toujours encore les gens à consommer, à faire tourner l'économie. Donc quand il arrive avec sa stratégie, il dit, sa stratégie pour lui, c'est qu'il va mettre les impôts, il va mettre les taxes douanières, afin de pouvoir empêcher que les produits, c'est-à-dire qu'ailleurs, sous ma tautologie, dans les voitures électriques, tous les produits, c'est-à-dire voilà, qui viennent bloquer la production américaine ou les producteurs américains, il va imposer. Mais lorsqu'il impose, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire en sorte que sur le plan national, il y aura inflation. Les prix seront chers. Parce que quelles sont les personnes qui sont impactées? C'est encore les consommateurs. Ce que je te dis ici, ça vaut pour nous. Hein? Parce que la mesure que Donald Trump prend, elle va impacter tout le monde. Toi qui es consommateur, toi qui es entrepreneur, toi qui vas entreprendre, toi qui veux même faire le business de dropshipping, Amazon, qui veut même aller investir en bourse, qui veut aller faire l'import-export en Chine, ainsi de suite, aller acheter les marchandises en Chine, ça va t'impacter drastiquement. Ça va impacter. Et c'est même en train d'impacter. Donc voilà comment ils taxent la Chine. La Chine aussi riposte, la Chine aussi met les taxes. La Chine refuse de prendre, d'importer les produits alimentaires américains. Et ça, c'est un coup dur énorme. Parce que c'est la Chine qui importe massivement le soja américain. C'est la Chine qui importe massivement la viande produite par les éleveurs américains. Et à l'heure où je te parle, les producteurs, les agriculteurs américains, mais c'est pas... Ils sont en pleurs. Donald Trump est obligé, pour compenser ça, d'aller encore puiser dans les réserves américaines pour pouvoir, je vais dire, dédommager, ou je vais dire alléger, c'est-à-dire que cette facture-là, c'est encore, c'est-à-dire que des dettes, hein, c'est encore des dettes qui creusent. Il n'avait pas pensé à ça. L'autre coup dur, c'est le Japon. Le Japon qui est en train de se débarrasser des réserves, de ses réserves de dollars. Ah oui, le Japon est en train de se débarrasser de ses réserves de dollars. Et l'Amérique n'avait pas prévu, les Américains n'avaient pas prévu ça. Du moins, le gouvernement, c'est-à-dire que de Donald Trump n'avait pas calculé ça. Parce que le Japon, c'est son partenaire de tout le temps. Si le Japon se débarrasse du dollar, est-ce que tu dis que c'est la fin du dollar? Est-ce que c'est la fin d'une certaine hégémonie? Est-ce que tu dis que le Japon est en train de vouloir tourner le dos à l'Amérique? C'est de bonnes guerres, c'est stratégique parce que faut comprendre qu'une firme comme Toyota, comme Hyundai, qui emploie, c'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes, qui a investi avec des milliers de milliards de dollars en termes de recherche et développement pour pouvoir, c'est-à-dire, sortir une voiture propre. Si du jour au lendemain, un président arrive comme Donald Trump est arrivé et dit il vient pour les raisons de protectionnisme, il vient imposer avec la voiture. Admettons, Hyundai, Toyota ou la marque Hyundai vendait une voiture à, je prends un exemple comme ça, tout bête, à 10 000 euros. Ben, la taxe que Donald Trump va venir mettre, cette taxe-là va faire en sorte que la voiture, telle que Hyundai qui était à 10 000 euros, revienne par exemple même peut-être à 15 000 euros ou à 20 000 euros. En arrivant à 20 000 euros, ben, le consommateur américain ne pourra pas acheter. Et c'est un coup dur pour la marque Hyundai. Parce que la marque Hyundai a investi avec des centaines de milliards de dollars pour pouvoir sortir cette voiture-là. Et c'est un autre coup dur pour le contribuable américain, parce que si le contribuable américain va acheter cette voiture à 20 000 euros, ben il n'a pas les moyens. Il sera obligé d'aller s'endetter. Je ne sais pas si tu vois le mécanisme. Donc c'est un mécanisme qui est brutal. Donald Trump aussi s'est attaqué à l'Europe.
en attaquant, c'est-à-dire voilà, les produits européens, en disant qu'il va taxer, c'est-à-dire que le vin français à plus de 200%. Parce que c'est-à-dire que l'Europe aussi est en train de taxer le whisky américain. Mais Donald Trump, en s'attaquant à ça, à ces produits-là, il s'attaque à des produits quand même, tu vois, des produits qui ont une valeur. Parce que n'oublie pas que le vin, pour le français, c'est-à-dire que c'est son patrimoine. Le vin, il y a un savoir-faire. Le vin, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est un terroir. C'est comme quand je te dis d'aller produire le poivre. Le poivre qui était la troisième culture la plus rentable. La première épice la plus consommée. Il y a une histoire. On cultive le poivre depuis 1950 chez nous au Cameroun. C'est un savoir-faire des hommes et des femmes. C'est un savoir-faire faire. C'est notre terroir, c'est le sol qui profite avec les qualités organoleptiques. C'est une marque, c'est un label, c'est l'IGP, comme les vins français. Les vins français sont réputés dans le monde parce que c'est des labels, il y a des marques, c'est IGP, c'est des grands crus classés où les bouteilles valent plus de 5 000 euros, plus de 10 000 euros. Donc c'est une histoire qui est millénaire. Donc tu vois, il vient casser une histoire comme ça. Parce que quand un Américain prend un vin de France, de Bordeaux, c'est une histoire. Pour lui, c'est-à-dire qu'il veut se faire plaisir. Tu vois? Est-ce qu'il va bouder dans le vin de Bordeaux pour aller boire, c'est-à-dire qu'un vin américain? Parce que lui, son but, c'est de promouvoir le vin américain. Pour aller boire un vin américain. Tu vois? Voilà comment est-ce qu'on casse l'économie. Hein? Voilà comment est-ce qu'on détruit l'économie. Et du côté des Saoudiens, les Saoudiens sont en train de réfléchir. Est-ce qu'ils doivent quitter le dollar? Si les Saoudiens aussi commencent à lâcher le dollar, mais est-ce que nous sommes en train de vivre la fin, c'est-à-dire que du dollar? Ou la fin d'une hégémonie? Parce que ça fait quand même plus de 100 ans que le dollar règne. Hein? Beaucoup sont en train de réfléchir comment s'en passer du dollar. Est-ce que nous sommes en train d'aller plutôt maintenant vers des partenariats tels que multiples? Est-ce que la stratégie maintenant des pays, c'est de diversifier les partenaires? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Au lieu d'avoir toujours l'unique partenaire ou d'avoir l'unique monnaie. C'est pour ça qu'il y a eu les BRICS aussi. Ils sont aussi en train de voir comment créer leur monnaie pour pouvoir parler de l'hégémonie du dollar. Moi, c'est pour ça que je viens t'inviter ici. Aller investir au pays, c'est un acte patriotique. Aller investir au pays, c'est de pouvoir défendre sa souveraineté. Et je dis investir ici sur tous les plans, sur tous les postes stratégiques. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le premier poste stratégique qui est l'alimentaire. C'est pour ça que je suis allé produire avec le poivre. C'est pour ça que tu me vois produire avec le palmier à huile. Parce que c'est stratégique. L'huile de palme est stratégique pour notre évolution. L'huile de palme est stratégique pour notre alimentation. L'huile de palme est stratégique pour notre industrie. L'huile de palme est stratégique pour notre culture. Parce que, c'est-à-dire que sans huile de palme, on ne peut pas faire, c'est-à-dire que nos rites, on ne peut pas faire nos traditions. Sans huile de palme, on ne peut pas se marier. Sans huile de palme, on ne peut pas manger nos bons plats du terroir. L'huile de palme, ça raconte une histoire. Ça fait partie de notre patrimoine culinaire. Donc on ne peut pas c'est-à-dire que venir au nom de la globalisation, au nom du mondialisme, venir nous détruire l'huile de palme parce qu'on veut venir manger l'huile de tournesol, parce qu'on veut venir manger l'huile de colza. C'est stratégique. C'est stratégique ce que je partage. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous pouvez capter ça, mais avec le phénomène que vous voyez, si vous ne voyez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Depuis 5 ans, c'est ce que je partage ici. Et vous êtes en train de voir. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne porte le nom de visionnaire. En tant que visionnaire, je l'ai vu. Et nous sommes en train de vivre ça. C'est pour ça que je suis allé entreprendre sur le Ndiangsang. Le Ndiangsang qui est l'API, ça raconte une histoire. Ça fait partie de nos us et coutumes. Ça fait partie de notre terroir. Ça fait partie de notre patrimoine culinaire. On peut c'est-à-dire que produire de l'huile de Ndiangsang et être autonome.
On peut produire de l'huile. Tout ça, le mpébé. On peut produire de l'huile de mpébé et être autonome. Parce que l'histoire du monde de l'humanité, c'est de pouvoir être autonome. On ne dit pas ici qu'on ne peut pas aussi donner aux autres, hein, mais c'est de pouvoir être autonome. Avoir et le surplus, donner aussi aux autres. C'est de pouvoir changer, d'apporter. Si tu restes là à dépendre seulement des autres, tu es mort dans le film. C'est pour ça que je suis venu vous inciter ici à aller produire nos tubercules du terroir. Et je reste conduit à te dire, aller investir au pays ou entreprendre au pays, c'est un acte de patriotisme. Tu as compris aujourd'hui que le système qu'on nous a vendu des marchés, que on va aller investir en bourse, on va aller investir. Non. La bourse, c'est un marché, un gros marché qu'on ne contrôle pas, un gros marché donc artificiel où les chiffres sont tronqués. Tu as vu que la finance est venue aujourd'hui tout tronqué. Aujourd'hui, sur la finance, tous les produits, toutes les matières premières sont aujourd'hui tradées en bourse. La finance est venue détruire le monde agricole. Pourquoi est-ce que les agriculteurs occidentaux, ceux qui produisent certaines cultures comme les céréales, ne s'en sortent pas? Parce que les céréales sont des matières premières aujourd'hui qu'on trade en bourse, qu'on manipule en bourse. Donc ça veut dire que c'est les traders, c'est les investisseurs qui définissent les prix des céréales en bourse. Ce n'est pas le producteur. Le soja, le maïs, le tournesol, le blé, le colza, tu vois, même le cacao, le café, le coton, le bois, l'or, le pétrole, le diamant, tous ces produits que nous avons, mais sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Aujourd'hui, c'est la finance qui a le contrôle. C'est pour ça qu'ils viennent massacrer en faisant des plantations industrielles, en dépossédant des personnes, des familles, des terres, afin d'aller faire des champs industriels. Quand vous entendez plantation industrielle, ce n'est pas une personne, c'est les investisseurs, c'est les fonds de pension. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculture familiale. On amène les gens à produire de plus en plus sur les grandes surfaces. Parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas tenir le coup. Parce que lorsqu'on demande à une famille d'aller s'endetter à hauteur de 2 millions d'euros sur 30 ans, comment la personne va s'en sortir? On sait qu'elle ne va pas s'en sortir, elle va lâcher l'affaire. Et c'est les fonds d'investissement, c'est les fonds de pension qui viendront prendre. Mais ces fonds de pension, ces fonds d'investissement, on sait aussi que c'est une mafia énorme qu'il y a dedans. Il y a beaucoup d'entreprises fictives, beaucoup d'entreprises mafieuses qui gonflent les chiffres, qui vont se mettre en bourse, afin de pouvoir surévaluer les entreprises, afin de pouvoir appâter les personnes. Vous voyez, tu vas venir mettre tes économies en disant que j'ai payé les actions dans telle compagnie, j'ai payé les actions dans telle industrie, j'ai payé les actions, alors que c'est des compagnies fictives. Et il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrôle. Et du jour au lendemain, tu vas te lever, boum, on va te dire que cette entreprise-là a fait faillite, que c'est une entreprise qui n'opérait pas, parce qu'ils ont leur système de Ponzi, un peu à la Bernard Madoff, un peu à la Lieb Limal. Beaucoup d'entreprises opèrent comme ça. Lors de la crise de subprime, tu sais combien d'entreprises on a déniché aux États-Unis? Plus de 500. C'était les assurances, c'était des banques, beaucoup étaient des fonds de pension qui miroitaient les gains mirobolants aux investisseurs. Vous pensez que ça s'est arrêté? Ça continue toujours. Et c'est comme ça qu'ils viennent pour détruire l'économie réelle. Parce qu'on vous miroite des gains fictifs, des gains qui n'existent pas. C'est pour ça que vous avez dit que l'investisseur le plus célèbre qu'on connaît, qui est Warren Buffett. Quand Warren Buffett te dit qu'il n'investit pas que sur les entreprises qu'il ne connaît pas, que depuis plus de 60 ans, il n'investit que sur Coca-Cola, sur Microsoft, sur des entreprises qui maîtrisent. Et tu vois que Coca-Cola, c'est l'Amérique. Quand on dit qu'on fait confiance au dollar, on ne fait pas confiance à la tête du président américain. Est-ce que les gens respectent Donald Trump?
On ne fait pas confiance à la tête on ne fait pas confiance au pays. On fait confiance à l'économie américaine grâce à Coca-Cola. Parce que lorsque les investisseurs voient la croissance, voient la performance de Coca-Cola est partout. C'est pour ça que les gens font confiance au dollar et font confiance à l'Amérique. On fait confiance à l'Amérique grâce à quoi? McDonald's. McDonald's est partout. Et le succès de McDonald's est duplicable partout. Mais c'est pour ça que les gens investissent en fait. Investir, c'est sur la confiance. Et au jour d'aujourd'hui, avec les annonces que nous voyons, les gens n'ont plus confiance. Quand Donald Trump, à chaque fois, il augmente les taxes, à chaque fois, il menace, il enlève les aides, US Aid, il fait peur. Mais lorsqu'on est dans la peur, l'économie flanche, l'économie tremble. C'est pour ça que je dis, nous sommes en train de vivre le changement d'un autre monde. Alors pendant que nous sommes en train de vivre ça, toi en tant qu'employé, parce qu'au final, les personnes qui vont tout payer le pot cassé, c'est les travailleurs, c'est les consommateurs. Parce que lorsqu'ils vont aller spéculer comme ça en bourse, spéculer dans les marchés, lorsque ça va péter, c'est toi le travailleur, c'est toi le consommateur qui va en pâtir, avec les impôts. C'est toi le travailleur parce que la vie, il y aura l'inflation. Tu ne pourras pas joindre les deux bouts. Oui, on va encore te donner le piège à pauvre qui est le crédit. Tu iras encore les consommer pour continuer à faire enrichir les autres. Mais ceux qui sont là-haut, qui sont la finance, ceux qui sont là-haut, qui contrôlent le game, eux, ils n'auront rien. Regarde, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est pour ça que je te demande d'aller créer ton business. C'est pour ça que je demande qu'on aille produire. Je te dis ça pour preuve. Nous sommes là, c'est-à-dire que plusieurs d'entre vous, regardez, dès qu'on met la vidéo, le discours d'Ibrahim Traoré, tout le monde y va. Mais je pose la question aux Africains. Pourquoi nous sommes tant fans du discours d'Ibrahim Traoré? Et pourquoi c'est-à-dire que nous ne sommes que là à écouter les discours et nous ne sommes pas dans l'action? Voilà, c'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris son courage à deux mains. Et qui invite tous les panafricains, qui invite tous les Africains, qui veulent vraiment voir l'Afrique évoluer, devenir investir, devenir entreprendre. Mais il est en train de le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la bousculade? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant d'Africains qui se bousculent pour aller au Burkina? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant d'Africains qui se bousculent pour aller au Mali? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant d'Africains qui se bousculent pour aller au Niger investir? Puisque c'est ce qu'ils demandent. Vous voyez que nous sommes uniquement là pour la palote. Nous sommes là, c'est-à-dire que, comme j'ai coutume à dire des fois, pour aider-moi à détester. Des fois, parce que comme on a ce manque de courage, on regarde, on se dit, si c'était dans notre pays, vraiment, nos dirigeants devraient faire comme Ibrahim Traoré. Non. Ibrahim Traoré a dit, c'est un panafricain, venez investir. On est où? Vous comprenez donc on est beaucoup plus à la parlotte, mais avec le logiciel occidental, avec le logiciel du capitalisme. Ibrahim Traoré l'a dit dans son discours, qu'il a mis des facilités d'importation. Mais il y en a qui importent les produits et qui les stockent pour faire monter les enchères afin de pouvoir faire le profit. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du capitalisme. Ça s'appelle du capitalisme, les gars. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de batailler. Il a commencé d'abord que la souveraineté alimentaire. Ça, c'est mon discours. Ça, c'est ce que je partage. Il est dans la création de valeurs, de richesses locales. Il sait en même temps que pendant qu'on s'en train de travailler, il donne les licences d'importation pour qu'on puisse colmater un peu le gap. Mais il y a les malins, les gens des prédateurs, qui ont la même philosophie de capitalisme, alors qu'on est en train de bâtir le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne crée pas des industries. Eux, ils stockent, ils font monter les enchères afin de faire le profit. C'est de ça qu'il faut. Et c'est ça. Et tant qu'on ne va pas casser ça, on n'aura pas les industries. Ibrahim Traoré s'est soulevé un point. Je ne sais pas, certains écoutent les discours mais ne comprennent pas les choses. C'est ce que je parle ici depuis. Les rapports de force. Qu'il y a des banques qui sont là, qui ne veulent pas donner de l'argent pour qu'on aille, pour que certains PME
puissent aller, c'est-à-dire que développer le business. Qu'est-ce que je dis ici à chaque fois? Et ces banques-là, vous pensez que c'est à partir à qui? Vous pensez que c'est les banques burkinabées? Vous pensez que c'est les banques africaines? C'est les banques occidentales qui retiennent. Et Ibrahim Traoré a dû taper le poing sur la table en disant que d'ici la fin de ce mois de mars, il faut que l'argent sorte. Sinon, il emploie les méthodes fortes. Mais maintenant, moi, je dis ça. Quand Ibrahim Traoré dit maintenant, j'emploie les méthodes fortes, vous pensez que combien d'investisseurs pourront venir mettre leur argent là-dedans? Vous n'avez pas les multi-investisseurs, c'est-à-dire qu'africains, même sur le net, là, est-ce qu'on n'a pas plein d'entrepreneurs qui se disent, pourquoi ils ne vont pas entreprendre au Burkina? Oui, parce que c'est des capitalistes. Parce qu'ils en ont pour votre argent. Parce qu'ils ne vont pas venir créer la richesse réelle. On va juste vous vendre des produits tels que fictifs comme ça, des produits sur le marché, des produits fictifs. En l'instar des montages comme le Lieb Limal, en l'instar des montages comme onevia.com, des choses que vous n'allez pas voir des résultats concrets. C'est de ça qu'il s'agit. Or que lorsque vous allez produire le poivre, le bitacola, le njansang, le bébé, le macabo, le taro, c'est de la richesse concrète qui impacte l'économie réelle, qui permet de nourrir votre population. Vous êtes utile à votre pays, utile à votre continent. Vous êtes utile et vous gagnez un argent propre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est sur le repli identitaire. Aujourd'hui, voilà, dans ce monde globalisé, où on est sur un défi technologique, défi numérique, tu as vu que même sur les matières premières, même sur les matières, sur certains, voilà, je veux dire, composants, puisque la guerre est numérique aujourd'hui, la guerre est sur l'intelligence artificielle, l'Amérique bloque, c'est-à-dire que interdit de vendre les puces électroniques aux compagnies comme la Chine. La Chine aussi a aussi certains éléments dont l'Amérique n'a pas. Donc tu vois, nous sommes dans un monde globalisé où, sur le plan technologique, aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il peut monter, je veux dire, une technologie à 100% personnelle. Parce que les ressources, il faut les prendre partout. Les composants, il faudra les prendre partout. Quand tu vois, c'est-à-dire qu'un Apple ou un téléphone, un iPhone, c'est-à-dire que dans ce iPhone, les composants viennent de partout. Les composants vont venir de la Chine, ça va venir de Taïwan, ça va venir de l'Europe, ça va venir, et c'est l'Amérique qui va dessiner. Donc, quand tu vas donc faire comme ça, que je viens te bloquer, lui aussi va te dire que je bloque ici. Et voilà comment on détruit l'économie. Apple, entre-temps, a investi des centaines de milliards. Alors si on dit, si l'autre dit je te bloque, je ne te donne pas ceci, c'est l'économie qui se bloque. C'est l'économie qui se bloque. Aussi, c'est-à-dire que voilà, on va surélever les taxes. Un téléphone Apple, iPhone, se vend à combien? Certains sont à 2000. Si on va augmenter les taxes, si on te vend un iPhone maintenant à 3000, à 3500 ou à 5000, est-ce que tu vois le casse-tête que ça donne? Donc l'idée ici, c'est de commencer aussi à réfléchir comment, même sur le plan africain, commencer déjà à commercer ensemble, commencer à échanger ensemble, même sur le plan monétaire, commencer à échanger ensemble. Et je pense que l'Asie, d'ici les années à venir, ils vont commencer aussi à réfléchir comment commercer ensemble. Parce que s'ils sont en train de se débarrasser du dollar, ils vont commencer à réfléchir à comment commercer ensemble, comment, voilà, échanger, ensemble avec leur monnaie. Mais ça, il faudra commencer à lire là-dedans. Il faut lire l'économie. Ne soyez pas uniquement là à courir après les titres. Voici comment gagner les millions. Voici comment gagner 10 millions. Voilà comment je vais aller importer en Chine. Je vais aller importer en Asie. Mon business. Je vais aller faire le dropshipping. Je vais aller faire Amazon. Je vais aller investir en bourse. Je vais aller faire l'immobilier. Ça va impacter tout le monde. Tu ne pourras plus faire. Parce que tu vas aller faire l'immobilier en Afrique. On importe tout. En Afrique, on ne produit rien. Donc ça va t'impacter. Tu veux venir faire l'immobilier ici, ça va t'impacter. Tu veux venir monter un business, tu veux faire Amazon ici, ça va t'impacter.
Tu veux faire dropshipping, ça va t'impacter. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle toujours du coût de production. Quelqu'un qui te parle de business et qui ne te parle pas de coût de production, c'est un magicien. Quelqu'un qui te dit juste que je vais gagner tant, tu vas gagner tant, et qui ne te parle pas du coût de production, et qui ne te parle pas de l'impact environnemental, qui ne te parle pas de la durabilité, c'est un magicien. C'est pour ça qu'on les voit, ils sont tous des magiciens. Ils viennent, ils font tchit, ils disparaissent. Ils viennent, ils font tchit, ils disparaissent. C'est pour ça que vous allez les voir, ils touchent à tout. Mais avec ce qui arrive là, personne n'a l'abri. Ce n'est pas pour rien que je vous parle ici d'aller produire de façon durable. De faire, c'est-à-dire quoi là, de produire, ou je dis, d'être de moins en moins dépendant des énergies fossiles. D'être de moins en moins dépendant des énergies fossiles. Parce que la production mondiale dépend des énergies fossiles. Et lorsqu'on se calque sur cette production-là, ben, on ne peut pas. Parce que chez nous, si on va calculer la production, l'économie au pétrole, ben, le chômage, c'est à combien? Le pouvoir d'achat à combien? Qui va acheter? Et tu vas vendre à qui? Et c'est comme ça que tu dois penser. De moins en moins. Et l'impact environnemental. Parce que tu ne vas pas aller faire un business sur lequel, dans 6 mois, tu n'existes plus. Que le réchauffement climatique t'a balayé, que les vents violents t'ont balayé, que les tornades t'ont balayé, que les inondations t'ont balayé. Non, tu dois penser. Tu dois faire un business qui est pérenne, un business qui est durable, un business que tu vas léguer aux enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans un monde où on nous a réduit, c'est-à-dire à la mendicité, on ne veut que... Quel est le business qui peut... Comment commencer un business avec 50 € et gagner 1 milliard? Comment faire 50 € et gagner 100 milliards? Si tu ne réfléchis pas. 50 € et gagner 100 milliards. On te dit que l'autre... Ou comment devenir riche comme... comment devenir riche comme Jeff Bezos? Comment devenir milliardaire comme Elon Musk? Comment devenir riche comme Rockefeller? Tu comprends que on est juste à mettre les titres pour attirer la galerie. Je te dis que Elon Musk, sa station SpaceX a été financée par l'argent du contribuable américain, par l'Amérique, à 95%. Toi, tu veux venir devenir comme lui, comment? Quand toi, tu n'es pas subventionné. Quand toi, on ne t'aide pas. Quand toi, que tu n'as pas les infrastructures. Parce que lui, il va faire ça. Il y a toutes les infrastructures. La NASA avait déjà tout fait. La NASA avait déjà tout fait en termes de recherche. On vient de dire que la compagnie a plus de 95%. Et il devient le patron du monde sur l'espace. Et toi, tu vas aller dire que tu vas être comme lui. Tous ces gens-là, les Google, les Apple, les Amazon, tous ces GAFAM ont été accompagnés par l'État américain. C'est des subventions à hauteur de milliards. Et toi, on va venir te dire que va produire avec le tracteur. Qui va t'acheter? Qui t'accompagne? Va produire avec la mécanisation. Va faire l'industrie. Waboa. Waboanjo. Mais est-ce que tu es fou? Tu vas commencer comment? Moi, je te le dis parce que je suis là-dedans. Mais je le fais petit à petit. Et je le fais de façon petit à petit. Et je vais avec les artisans locaux. Je permets à nos artisans de produire, de fabriquer les machines. Et j'achète. Je vais, c'est-à-dire que faire progresser la recherche sur le plan des semences de nos chercheurs. J'achète. Je vais permettre à nos techniciens, c'est-à-dire agricoles, de travailler. Je donne la puissance. Mon argent, je mets dans l'économie réelle du pays. Oui, monsieur. C'est ça, avoir l'esprit patriotique. C'est ça, le patriotisme. C'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir faire grandir le pays. Oui. Moi, je pourrais demain demander à mon gouvernement ou aux dirigeants, chers dirigeants, voilà ce que j'ai pu faire. Venez-moi en aide.
Mais tu ne peux pas aller de zéro comme ça, que tu dis non, les gouvernements ne nous aident pas. Nos États. Mais si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, ils sont mains et pieds liés. Ils ne vont pas peut-être venir nous dire toutes les vérités. Mais vous voyez ce qui se passe avec Donald Trump à la Maison-Blanche, comment il a parlé à Zelensky. Mais vous voulez que nos chefs d'État viennent s'humilier en parlant comme ça? C'est ça qui vivent les rapports de force. Oui, on sait aussi que certains, derrière ça, comme ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, on est venu avec les plans d'ajustement structurel, les enlever tout. Mais quand ils ont un peu d'argent, eux aussi font quoi? Ils se mettent bien avec ceux qui sont autour d'eux. C'est la même chose que ceux qui sont ici, leurs homologues en Occident font. Ils se mettent bien entre eux. Tous ces technocrates-là, ils ont fait les mêmes écoles. Que ce soit que ceux du pouvoir ou de l'opposition, ils se mettent bien entre eux. Ça, ils continuent à faire monter la dette. Ils savent que c'est le contribuable qui va payer, c'est nous qui allons payer. Jusqu'à quand? Et pendant ce temps, la finance continue à spolier, à prendre. Si toi, dans tout ça, tu ne cogites pas, tu dis que tu crées ton propre système, on va seulement crever en silence. Non, moi j'ai dit non. Je vais créer mon système. Avec ça, tu n'es pas impacté. Quand tu vas produire le poivre, le ndian sans le bitacola, la cola kunata, quand tu vas faire dans les produits du terroir, tu n'es pas impacté. Quand tu vas produire de façon agroécologique, tu n'es pas impacté. Quand tu vas faire l'association de culture, tu n'es pas impacté. Tout au contraire, tu viens enrichir la biodiversité parce qu'aujourd'hui, il faut plutôt enrichir la biodiversité. La monoculture, c'est-à-dire que c'est capote. La monoculture, c'est un non-sens. La monoculture, c'est que c'est au profit de la mécanisation. La monoculture, c'est au profit de la chimie. C'est au profit des banques pour aller produire plus. Non, c'est la biodiversité. C'est la biodiversité. C'est la diversité des cultures. C'est ça qui va nous sauver. La nature n'est pas folle. La nature n'a pas été bête. Quand tu regardes la nature, quand tu vois les arbres, est-ce que tu vois seulement une seule espèce d'arbre? Tu as une multitude d'espèces d'arbres. Des grands, des petits, des machins, d'autres qui donnent des fruits, d'autres qui ne donnent pas de fruits. Tu as sur le plan vertical, tu as sur le plan horizontal, tu as sur le plan de chaque personne, chaque chose joue son rôle. Il faut juste copier la nature. Lorsque l'être humain vient mettre la main, c'est pour détruire. Excuse-moi, c'est pour détruire la biodiversité, comme on le faisait avant. Comme les Mayas l'ont fait, comme nos ancêtres ont fait. Mais quand les Mayas le faisaient, quand les Européens sont venus conquérir, c'est-à-dire que l'Amérique latine, ils ont considéré que les Mayas, c'était des indigènes. C'est le narratif. C'est des indigènes. La meilleure pratique, c'est d'atteler les chevaux, de labourer. Or que les Mayas ne labouraient pas le sol. Nous, en Afrique, on ne laboure pas le sol. C'est pour ça